On rencontre toutes sortes de relations binaires, mais il y en a deux qui sont fondamentales. Alors, ce sont les relations d'ordre et les relations d'équivalence. On va commencer par les relations d'équivalence. Alors, c'est très simple en fait. On prend une relation binaire et ça va être une relation d'équivalence si elle est réflexive, symétrique et transitive. Donc, il faut qu'elle vérifie ces trois propriétés. Pas l'antisymétrie. Alors, il peut arriver qu'une relation d'équivalence soit aussi antisymétrique. En général, c'est un petit peu contradictoire avec la symétrie, mais ça peut arriver quand même qu'une relation binaire vérifie les quatre propriétés que l'on a vues précédemment. Au niveau du vocabulaire, donc quand on a une relation d'équivalence comme ça, si on prend un élément x de notre ensemble E de départ, on définit ce qu'on appelle les classes d'équivalence de x. Alors par rapport bien sûr à la relation R avec laquelle on travaille. Et on dira une classe d'équivalence de x modulo R. Et cet ensemble, il est noté classe de x modulo R comme ça, on met le R en indice ici, ou alors on met x point. Il existe d'autres notations aussi. La notation qu'on utilisera sera donnée en tête d'exercice et on dira en note de telle façon la classe d'équivalence de x modulo R. C'est donc quoi cette classe? Eh bien, c'est l'ensemble de tous les éléments de E qui sont liés à x par la relation R. Et donc, il peut y en avoir que certains nombres, ou il peut y en avoir une infinité, tout dépendra de la relation avec laquelle vous travaillez. Un petit point de vocabulaire ici, c'est que quand on a une classe d'équivalence, eh bien, tous ces éléments, là, ici, on va dire que tous les éléments qui sont dans la classe d'équivalence, on va dire que c'est des représentants de la classe. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, dans la classe de 1, si j'ai 2 et 3, alors on va dire que 2 et 3 sont des représentants de la classe de 1. Mais la classe de 1, je peux dire aussi que c'est la classe de 2, que c'est la classe de 3, etc. C'est-à-dire qu'on prend pour le nom de la classe n'importe lequel des éléments de la classe avec un point dessus. Et enfin, quand on a toutes nos classes d'équivalence, il sera intéressant de les réunir dans un nouvel ensemble. Et ce nouvel ensemble qui contient toutes les classes d'équivalence de la relation R, eh bien, on appelle ça l'ensemble quotient de l'ensemble E par la relation R. Et on le notera souvent E sur R, mais on aura également d'autres notations que vous verrez en deuxième année. Alors, quelques exemples pour illustrer tout ça. On va commencer par la relation que vous avez utilisée, la première relation d'équivalence, enfin pas la première, mais une des premières que vous avez utilisées en géométrie, à savoir la relation de parallélisme dans le plan euclidien. Alors, ici, je vais avoir de cette manière-là, je vais avoir quel que soit D, alors je prends une droite D appartenant au plan euclidien P. Au plan euclidien, je vais le noter P, ce plan euclidien. On a bien entendu D est parallèle, toute droite est parallèle à elle-même, donc ça c'est évident. Ça veut donc dire qu'elle est réflexive. Elle est réflexive parce que ça c'est vrai pour n'importe quelle droite. Ensuite, si je prends la deuxième, je vais prendre donc quel que soit, je vais prendre D1 et D2, deux droites appartenant au plan euclidien. Si j'ai D1 qui est parallèle à D2, ça c'est quelque chose qu'on connaît, dire que D1 est parallèle à D2 ou dire que D2 est parallèle à D1, c'est exactement la même chose. Ça implique donc que D2 est parallèle à D1, donc il n'y a pas de problème, ici elle est symétrique. Donc ça c'est évident. Et pour la transitivité, eh bien la transitivité en fait vous l'utilisez aussi depuis tout le temps. On prend donc trois droites appartenant donc au plan euclidien. Je prends la droite D1 qui est parallèle à la droite D2 et la droite D2 qui est parallèle à la droite D3. Je mets mon et ici sous forme d'accolade. Et ça, on sait bien, ça vous l'utilisez. Hein. La première est parallèle à la deuxième est parallèle à la troisième. Ça veut donc dire que la première est parallèle à la troisième et donc elle est transitive. Donc si elle est réflexive, symétrique et transitive, conclusion, eh bien conclusion c'est une relation d'équivalence. Alors c'est une relation d'équivalence. Maintenant regardons un petit peu les classes, un petit peu ce que ça va vouloir dire. Donc, si je prends maintenant, je prends une droite, soit D, une droite de P, de l'ensemble du plan euclidien, eh bien, je vais dire que des points, pardon, si je prends la classe 2D, eh ben, c'est l'ensemble des droites, de P du plan euclidien, parallèle
à la droite D. Eh bien, en fait, qu'est-ce que ça définit ici? Eh bien, D1, avec un point dessus, définit donc, et donc, une direction. Ben, c'est une direction, attention quand je dis une direction, entre parenthèses, au sens des vecteurs, au sens des caractéristiques de vecteurs. On avait bien vu que quand on fait un vecteur où on a la direction, le sens et la norme, eh bien on a dit que deux droites parallèles définissaient la même direction. Pourquoi est-ce qu'on pouvait dire ça? Eh bien ça vient de la relation d'équivalence. Une autre relation d'équivalence, ici, ben, on parlait de vecteurs, on va continuer là-dessus, c'est l'égalité de vecteurs, donc même direction, même sens, et même norme. Donc si je prends ici, je vais prendre pour tout vecteur u, on n'a pas de notation pour le plan vectoriel pour l'instant, donc je l'écris comme ça. J'ai bien le vecteur u est égal au vecteur u, donc ici elle est aussi réflexive, il n'y a pas de problème ici. Ensuite, si je prends ici pour deux vecteurs u et v, alors je ne vais pas mettre à chaque fois, mais je vais mettre quelque chose de plus simple. Si j'ai u égale v, ça implique que v égale u. Ça, c'est quelque chose qui est évident aussi. Donc, elle est symétrique. Ça, c'est bon. Et enfin, pour la troisième, si j'ai u est égal à v et que j'ai v est égal à w, et bien évidemment, ça va impliquer que u est égal à w en passant par les trois caractéristiques. Ça ne pose absolument aucun problème. Elle est donc transitive. Donc, l'égalité de vecteurs est une relation d'équivalence. Et en fait, alors ici, c'est une relation d'équivalence. Et en fait, on l'a utilisé aussi en classe de seconde, puisque si on prend, vous voyez, je vais prendre un vecteur ici. Si je prends ce vecteur, je vais prendre ce vecteur-là qui est un vecteur u. Eh bien, je peux très bien en prendre un autre qui va être là, celui-là. D'accord, on sait qu'avec le quadrillage, on regarde le nombre de carreaux. Je peux faire ici un autre là. Je vais en faire un autre à cet endroit-là, etc., etc. Je peux en prendre un ici, et ainsi de suite. Donc là, je vais prendre AB, CD, EF et GH. Bien ici, il y a une infinité de représentants. Ce sont tous des vecteurs qui sont égaux. Et donc, ils font tous partie de la même classe d'équivalence, c'est-à-dire qu'un vecteur, en fait, est une classe d'équivalence. Donc, il y a une infinité de représentants. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette notion-là, en fait, un vecteur U, est une classe d'équivalence. Une classe d'équivalence, eh bien une classe d'équivalence de quoi? De la relation d'égalité de vecteurs. Donc voilà, donc en fait on travaille déjà avec les classes d'équivalence depuis fort longtemps sans même le savoir. Un dernier exemple qui est très important, que vous utiliserez beaucoup, ça c'est quelque chose qui est en arithmétique, vous l'aurez vu pour ceux qui font maths experte, mais on peut le voir quand même si on n'a pas fait maths experte, on ne développera pas la notion bien sûr. Et attention, en maths experte, on ne le voit pas sous forme de relation d'équivalence. Donc c'est la relation qu'on appelle la relation de congruence modulo n. Ça c'est dans l'ensemble des entiers relatifs ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends ici A, B et N qui sont trois entiers relatifs, je dis N différent de 0 puisque c'est un rapport avec la division euclidienne, donc je ne peux pas prendre 0. Je vais dire que A et B sont congrus modulo N, donc c'est bien la relation de congruence modulo N, donc A et B sont congrus modulo N, c'est seulement si leur différence est un multiple de N. C'est tout simple. Et on écrira pour sont congrus, ça c'est en français, et donc le signe de la relation, au lieu d'avoir un R, on a comme un égal, mais avec 3 barres, donc c'est 3 barres ici, on dira que A est congru à B, modulo N, on mettra le N entre crochets,
ou entre parenthèses dans certains exercices ou certains livres, vous pourrez trouver entre parenthèses. Alors, on y va, on va commencer donc par la réflexivité. On va dire, quel que soit A appartenant à Z, eh bien j'ai A moins A qui est égal à 0, donc qui est égal à 0 fois n. Donc c'est un multiple de n, je peux dire donc A est congru à A, une 3 barres, A congru à A modulo n. Donc ici, elle est réflexive. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on va passer à la symétrie. Je vais prendre quel que soit A et B appartenant à Z, et je vais dire donc que A est congru à B modulo n. Ça, c'est équivalent à dire que A moins B est un multiple, A moins B multiple de n, ça c'est équivalent, si on veut être rigoureux, ça veut dire qu'il existe K appartenant à Z, tel que A moins B est égal à Kn. D'accord? Ce qui est équivalent à dire qu'il existe K appartenant à Z, tel que B moins A est égal à moins Kn. D'accord? Et donc ici, B moins A, c'est équivalent à dire que B moins A est un multiple de n, et c'est équivalent à dire donc que B est congru à A modulo n. Alors attention, hein, je suis avec la symétrie ici, j'ai raisonné par équivalence, mais bien entendu je n'ai besoin que de l'implication. Donc elle est symétrique. Enfin, il nous reste la transitivité. Alors pour la transitivité, il me faut donc 3 nombres. Je vais prendre donc quel que soit A, B et C appartenant à Z. Et je vais avoir ici, je vais avoir A est congru à B modulo n. Et B est congru à C modulo n. Alors, je vais sauter les étapes avec A moins B multiple de n. Je vais passer directement à ça. Je vais dire que c'est équivalent à dire qu'il existe K appartenant à Z tel que A moins B est égal à Kn. Ça, c'est pour dire que A moins B est un multiple de n. Et il existe K' appartenant à Z. Attention, je ne prends pas K parce que j'ai rien qui me dit que c'est le même. Et tel que B moins C est égal à K'N. J'obtiens donc cette chose-là. Et ici, il faut bien comprendre que j'ai deux égalités et je voudrais pour la transitivité montrer que A est congru à C modulo n, donc il faudrait que j'ai A moins C. Je vois bien que j'ai A moins B et B moins C. Si j'additionne ici membre à membre, c'est-à-dire que je fais ça, je mets un plus ici pour dire que j'additionne, vous pouvez le mettre devant aussi. Ça implique quoi? Eh bien, ça implique qu'il existe K. Alors, j'ai plus que K et K' appartenant à Z, tel que quoi? Tel que A moins C est égal à Kn plus K'N. J'ai additionné membre à membre ces deux égalités-là. Ce qui implique donc qu'il existe un grand K est égal à petit, et donc ici, pardon, excusez-moi, il faut avoir les réflexes. On a un réflexe ici, quoi qu'il advienne, c'est de faire la factorisation. Et donc, il existe grand K est égal à K plus K', petit K plus petit K', qui appartient à Z, tel que A moins C est égal à grand K fois N. Et j'ai donc bien montré que A moins C était un multiple de N. Et donc ça, c'est équivalent à dire que A est congru à C modulo N. Et donc, elle est transitive. Transitive, conclusion. C'est une relation d'équivalence. Alors, c'est une relation d'équivalence. Ici, je ne vais pas traiter des classes d'équivalence parce que c'est un petit peu compliqué. C'est le programme de MathExpert. Et pour ceux qui font MathExpert, je vous rappelle que les classes d'équivalence vont correspondre au reste de la division euclidienne par n.